En partenariat avec Crescendo TV, reçoit pour vous ce soir pour cette émission Impact comme invité M. Abdel Baldé. Il est entrepreneur et également président de la Jeune Chambre internationale. Bonjour M. Baldé. Bonjour M. Ba, comment vas-tu? Ça va, vous allez bien? Dieu merci. Et vous êtes confortablement dans les locaux de Folie TV, bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil, je suis très content de vous retrouver en tant que mes parents de la Guinée et aussi encore, voilà. J'ai rencontré tout récemment mon cher ami Siradio, cher Antadio, il m'a parlé qu'on a une maison. Donc j'étais très content de venir ici d'ailleurs partager mon opinion avec vous. C'est également votre maison. Oui, c'est notre maison. Une fois encore, bienvenue. Merci beaucoup. Et pour commencer, M. Baldé, qu'est-ce qu'on peut savoir brièvement de vous? Ok, M. Baldé, c'est une personne humble, une personne engagée, une personne motivée, une personne qui est là pour servir la communauté, qui a connu une éducation d'une vieille dame qui lui a laissé après mes études de la licence. Voilà, je me suis engagé, je me suis dit, mon État m'a soutenu, qu'est-ce que moi aussi je peux apporter pour mon État? C'est ainsi que voilà, je suis engagé pour servir la communauté. Justement. Merci. Alors, Monsieur Baldé, vous êtes aujourd'hui avec nous sur Folie TV. Parlez-nous un peu de votre parcours. Ok, mon parcours, ça se résume un peu dans les difficultés, étant qu'une personne qui est grandie avec une vieille dame analphabète. Et aujourd'hui, je me vois avec mon Master 2, qui n'a pas été tout facile pour moi. Ça a été un objectif bien défini, une vision bien planifiée. Et n'eût été mon engagement et mes motivations, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je suis né à Koya, précisément en Guinée, une ville qui est de 50 km de la capitale de Conakry. Et j'ai fait mes études primaires, collège là-bas et au lycée. Après, on m'a orienté à Symphonia, dans la faculté des lettres. C'est ainsi que j'ai eu ma licence en 2013. Et voilà, après là, je suis retourné encore à Koya avec ma maman. Ma grand-mère était décédée. Maintenant, j'étais obligé encore de prendre ma maman en charge. Donc j'étais là avec les associations, tout et tout. J'ai eu un contrat. On m'a orienté à l'intérieur du pays. J'ai eu un peu d'argent. Je suis revenu. Je suis rentré à Conakry pour toujours avoir encore des opportunités. Parce que là où j'étais, le milieu n'était pas favorable pour moi. Étant qu'un jeune dynamique qui veut servir, qui veut en tout cas épanouir un peu. Je suis reparti dans la capitale auprès de mon oncle. Donc je suis resté un peu, je suis rentré en contact avec les Nations Unies, on a fait des projets ensemble, jusqu'à ce que j'ai eu la relation d'avoir une bourse pour venir à Dakar. C'était un projet bien planifié, je suis venu directement, Dieu merci, je me suis lancé dans le combat. Et alhamdulillah, je viens de soutenir par avoir une mention excellente. Merci, Dieu merci. Très bien. Monsieur Baldé, aujourd'hui vous titillez avec l'entrepreneuriat, comment avez-vous connu ce domaine? Ouais, l'entrepreneuriat, tu sais, nous les Peuls, généralement d'ailleurs, on est né dans ça. Et je me rappelle un moment, quand j'étais tout petit, mes parents étaient venus me chercher pour que je puisse rentrer au village. J'ai passé un peu de temps au village. Quand je suis revenu dans la capitale, ils m'ont dit, attends, tu ne dois pas rester comme ça, il faut que tu commences à vendre. Tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, étant que je suis né dans la famille Soussou et ils ne sont pas habitués à cela, ma grand-mère n'a pas voulu que je fasse cela. Mais directement, j'ai eu l'idée que l'entrepreneuriat est dans le sang des peuples. Tu vois un peu. Dans les jeunes. Voilà. Tu vois un peu. Donc, je me suis dit que, voilà, nous, presque, tôt ou tard, on va entreprendre. Tu vois. C'est ainsi que, directement, on ne s'est pas assis aussi. Directement, je me suis vu dans le monde. J'ai vu que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour que les jeunes puissent être indépendants. Parce que quand tu es employé de quelqu'un, tu es un petit esclave. Excuse-moi du mot. Tu n'es pas libre, tu es tout le temps occupé, tu es tout le temps sous les ordres. Mais quand tu as toi-même ton entreprise, tu parviendras vraiment à être indépendant, à épanouir, à faire ce que tu veux, travailler comme tu veux. Tu vois un peu. Tu pourras élargir ton champ d'action, toute ta réflexion n'est pas limitée ni rien. Mais quand tu es employé de quelqu'un, c'est un peu compliqué. Voilà. Maintenant, toujours parlant de l'entrepreneuriat, quel est votre secteur d'intervention et justement, quelles sont vos offres? Voilà, et mon secteur d'intervention, ça concerne la livraison. Parce qu'une fois que j'ai constaté le milieu ici au Sénégal, et cette entreprise n'est pas tellement développée en Guinée. Tu vois, j'ai initié cela avec un ami avec qui je travaille là-dessus.
la livraison, que ce soit en ligne ou bien que ce soit sur les motos, surtout. C'est intéressant de prévoir cela. J'ai déjà commencé à planifier des amis qui sont en Guinée. Je suis déjà en partenariat avec certaines structures qui sont déjà ici au Sénégal depuis longtemps. Un ami depuis Saint-Louis, j'ai pris son contact. On travaille ensemble. Donc c'est un secteur que je prétends mettre en place pour servir, pour être indépendant, afin que nous puissions changer l'image de la Guinée aussi. Parce que chez nous, cela n'existe pas du tout. Tu vois, un peu. Voilà. Par contre, il y a des initiatives qui essaient de jaillir de partout justement dans ce domaine, et notamment le commerce en ligne. Parfaitement, le commerce en ligne aussi encore, je travaille là-dessus, j'ai un ami en Guinée avec qui je travaille là-dessus et nous prétendons aussi mettre ça en place pour que nous puissions aider les jeunes, pour que nous puissions aider les parents, pour ne pas effectuer tout le temps le déplacement, mais en ligne, vous pouvez faire achat et ça se passe très bien. Faciliter les transactions et les achats. Les achats aussi encore. Ok. Maintenant, vous êtes dans ce secteur, donc c'est carrément du numérique. Et comment se fait ce secteur pour faciliter un peu la tâche, comme vous dites, à nos familles qui sont par exemple là-bas, mais qui ne sont pas tout le temps au bain de l'Internet? Ouais, ça demande un peu de sensibilisation. On a juste nécessaire d'abord de passer dans les radios, dans les télévisions, pour passer les publicités aussi. Les gens puissent être au courant de cela. Tu vois, parce que la communication, c'est intéressant. Si les gens ne sont pas informés de l'entreprise, difficilement que ça va marcher. Donc, on prétend faire la communication là-dessus, faire des visuels, faire des communications de bouche à l'oreille, les radios, tout, pour que les gens puissent comprendre réellement notre objectif. C'est pour les aider, afin que la tâche puisse être facile pour eux, la transaction, voilà, en ligne. Avec ce système de vente en ligne et de livraison à domicile, comment vous arrivez-vous à faire du profit? Oh, ça dépend. L'entrepreneur ne doit pas avoir peur. Il doit toujours risquer. Effectivement. Voilà, on aura de profil. Parce que nous sommes certes débutants, mais on a des partenariats avec certaines entreprises qui sont dedans depuis longtemps. Tu vois, avec eux, l'expérience au fur et à mesure qu'on va essayer de gagner, afin que nous puissions avoir beaucoup de profil aussi encore. Tu vois, voilà, avec la collaboration de ces gens-là. Parce que vous-même, vous êtes en partenariat avec certaines télévisions. Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on évolue. Tu ne peux pas venir à un seul coup grandir, mais il faut que tu sois en collaboration avec certains amis qui pourront apporter des solutions pour que toi tu puisses grandir. Justement. Voilà. Et aujourd'hui, vous évoluez également dans la formation, notamment vous êtes chargé de formation pour la FASEG, n'est-ce pas? Oui, et quelles sont vos responsabilités au sein de cette institution? Ouais, cette institution m'a beaucoup marqué parce que quand au début tu m'as demandé mon parcours, j'aime toujours servir les gens, j'aime toujours servir la communauté, c'est ça ma passion. Je rêve d'être un grand fonctionnaire international des Nations Unies. Donc, tu vois, donc dans ce domaine, je me suis senti très à l'aise parce que quand j'ai vu le moment que j'ai vu les jeunes regroupés au sein d'une classe pour apprendre sur l'entrepreneuriat, j'ai vu vraiment il faut cela parce que quand on pense tous les jours, les jeunes sont sur la mer pour traverser la Méditerranée, chercher la solution. Ils pensent que la solution n'est pas en Afrique. C'est un peu bizarre. Quand je vois ces jeunes, je me sens réjoui. Donc, il faut leur enseigner, il faut leur donner des solutions, il faut leur donner des expériences pour qu'ils puissent entreprendre ici en Afrique. Les motiver. Pour qu'ils puissent rester ici en Afrique. Parce qu'une fois que, imagine-toi, chaque année, Cheikh Anta Diop verse combien d'étudiants dans la rue? Et chaque année, les écoles privées versent combien d'étudiants dans la rue? Chaque année, les diasporas qui sont à l'étranger rentrent au pays. Ils sont combien? Et l'appareil étatique a combien de postes pour observer tous les étudiants? Combien de fonctionnaires, pour dire de façon générale? C'est minime. J'ai dit ça aux étudiants. Mais écoutez, vous voyez tous ces exemples, calculez cela. Donc, nous tous ne pouvons pas avoir le poste au sein de l'État. Donc, il est intéressant que chacun puisse prendre ses responsabilités en main. C'est intéressant. Voyez un peu. Donc, dans ce monde, je me suis senti à l'aise, je suis considéré. Quand je viens, je donne ma formation, je suis applaudi, je suis encouragé, ils me comprennent, je donne des bons exemples. Ils disent, écoutez, je vais vous donner un exemple. Des fois, vous vous demandez de prendre, mais il faut être intelligent. Des fois, l'environnement nous parle, mais il faut savoir écouter l'environnement. Je prends un exemple frappant. Moi, je suis dans un secteur X. Dans ce secteur, je vois que tout le monde est de sa cour fermée, personne ne sort, ni rien, ni rien. Il dit, un jour viendra, toi jeune qui es là, tu peux te déplacer, tu cherches
des matériels pour coiffer quelqu'un. Tu vois un peu. La tondeuse. La tondeuse, les peintures et tout. Tu te dis que tu es un coiffeur mobile. Ok? Tu viens, tapes la porte à un monsieur, tu te présentes, tu es un étudiant diplômé. Monsieur, je suis un diplômé, je ne sais pas le travail, mais je suis un coiffeur. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais moi, je viendrai vers vous, vous et vos enfants, vos petits garçons. Je vous coiffe à domicile. Et tranquillement, vous me payez. Tranquillement. Donc, avec ça, tu peux m'envoyer une occasion d'avoir un emploi facilement. Ouais. À chaque fois que ce monsieur-là a besoin de toi, il peut t'appeler. Mon gars, viens là, viens nous coiffer. Même si tu as un autre poste, tu peux recruter d'autres jeunes qui seront là pour te remplacer. Justement, un petit coup de fil, il vient pour coiffer les jeunes. Donc, tu peux cibler combien de foyers dans ça. Gagner de l'argent. Quand tu calcules cela, tu auras beaucoup d'argent. Tu ne seras pas par chômeur. Foyer, au niveau d'un secteur, d'une unité. Voilà. Tu ne seras pas chômeur. Tu vois un peu, tu seras employé. Toi-même, tu vas créer ton entreprise. Et c'est comme ça que tu peux élargir ton champ d'action. Donc, il y a beaucoup d'opportunités que les jeunes ignorent au sein de leur environnement, mais coûte que coûte, voilà. Être dans les bureaux climatisés, être dans les grosses voitures, sans commencer par les petites étapes. Tu vois un peu. Maintenant, ce que les entrepreneurs peut-être ou ce que les formateurs ou coachs ne disent pas, c'est comment réellement ils traversent ou comment ils surpassent leurs difficultés au sein de leur entreprise ou dans leurs activités professionnelles. Maintenant, pour celui-là, ce citoyen lambda qui nous suit tout de suite sur Folie TV, il se demande justement, et voilà, il parle d'environnement, il parle d'opportunités, mais comment est-ce que je pourrais réellement identifier de telles opportunités, vu que moi je n'ai même pas les moyens de m'investir dans tel ou tel autre domaine, comment trouver ma passion, mon talent ou comment me lancer directement au sein de l'entrepreneuriat avec tous les risques que nous connaissons. Voilà, c'est très simple, je prends un exemple frappant. Je suis dans un quartier X. Il y a des gens, il y a mes citoyens, il y a mes voisins qui sont là. À chaque moment que je veux acheter un sachet d'eau, il faut que j'effectue combien de mètres pour chercher. C'est distant. L'autre sens, chaque moment, il faut comme c'est un enfant, l'enfant là va rétablir. Mais toi, jeune qui est là, tu peux voir, mais écoutez, les gens, ici, il n'y a pas de l'eau. Pour acheter de l'eau, il faut se déplacer. Il faut attendre des minutes et des minutes pour que l'enfant là vienne avec l'eau en question. Donc, tu peux te dire, écoutez, moi, je peux rechercher ici une petite partie pour mettre l'eau à la disposition de mes voisins qui sont là. Là, derrière la sortie de la porte, tu peux même voir de l'eau, tu achètes directement, tu rentres à la maison. Donc, ce sont les opportunités que les gens ne comprennent pas. Il faut juste voir le besoin des gens, détecter le besoin. Quand le besoin est là, tu cherches à trouver une solution. Tu peux venir, même tu peux commencer par 1000 francs ou bien par 2000. En attendant, au final, tu vas grandir. Tu t'approches à quelqu'un, mon frère, aide-moi à avoir 5000 francs, je veux ça, ça et ça. Il te prête. Quand tu auras le bénéfice, tu le rembourses. C'est comme ça. Mais il faut avoir l'idée d'abord. Calculer encore le besoin aussi encore pour que les gens soient satisfaits. Il faut juste être intelligent sur l'entrepreneuriat. Justement. Et à ce propos, par rapport à vos formations, vous essayez un peu d'impacter. Mais comment est-ce que vous mesurez cet impact sur ces étudiants que vous arrivez à former? Nous mesurons les impacts parce qu'à chaque formation, on invite les jeunes de venir expliquer leur expérience. Tu vois un peu. Donc, ça déjà encourage les jeunes de continuer. Quand on finit la formation, les jeunes rentrent à la maison et chacun commence à développer une petite activité. Donc, à chaque rendez-vous maintenant, on invite certains jeunes à venir expliquer leur expérience. Donc, on constate que ça impacte. Les jeunes commencent déjà à bouger et les jeunes commencent déjà à faire des activités. C'est tout. Donc, on constate par là, les jeunes sont là en train de faire leur mieux. Parce que nous-mêmes, des fois, on s'assoit derrière, on donne l'occasion à ces jeunes de venir parler sur l'entrepreneuriat, parler de leur entreprise, parler de leur business. De leur business, pour servir d'exemple. Pour servir l'exemple aux autres qui sont nouvellement venus. Afin de pouvoir justement mesurer l'impact ou l'évolution des formations que vous leur offrez. Parfaitement. Justement. Maintenant, et vous-même qui êtes un produit du système éducatif guinéen, sénégalais, africain, en un mot, et comment est-ce que vous définissez ce système éducatif? Est-ce que non seulement les formations sont en adéquation avec les offres, mais également est-ce que ces formations sont d'actualité? Bon, la Guinée, moi je suis quitté là-bas, à peu près, ça fait comme ça 3 ans, 4 ans comme ça. Au moment que j'étais là-bas, la formation n'était pas comme ça. Parce que quand j'étais venu ici, j'ai fait la différence.
Il y a une grande différence quand même, honnêtement dit. Oui. Parce qu'il faut dire la vérité, hein, Sénégal est en avance. Oui. Quand je calcule, j'étais avec un docteur pendant que je faisais mon Master 1, il dit chaque année, les docteurs fournissent combien de documents pour la CAMES en question, quoi. Et tu vois un peu. Pour la reconnaissance des universités. Oui. Et tant que chez nous, cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Oui. On peut voir des jeunes qui sont là et l'État ne les encourage pas. Parce que la formation, ça demande un budget. Okay. Quand tu calcules le budget que le Sénégal dégage pour l'éducation, est plus que chez nous. Donc, à un certain moment, il faut dire que l'État, en fait, a sa responsabilité. Oui. Tu vois un peu. Oui. Parce que l'éducation, ça demande de l'argent, ça demande le financement. On constate qu'il y a certains secteurs que l'État peut-être peut financer la construction des hôtels, tout et tout. Mais ce n'est pas la solution. C'est la ressource humaine qui doit être formée. Si la ressource humaine est bien formée, regardez au Japon, par exemple. Oui. C'est une île. Effectivement. Le Japon n'a rien. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était détruit. Carrément. Complètement. Les bombardements de Nagasaki et de Hiroshima. Et qu'est-ce qu'a fait la solution? Oui. Ils ont pris les jeunes pour les envoyer aux États-Unis pour les former en technologie. Effectivement. Et regarde maintenant, le Japon occupe maintenant. En robotique. En robotique. Oui. Tu vois un peu? Oui. Donc, la ressource humaine est la pièce maîtresse pour le développement de chaque pays. Il faut que les États africains comprennent cela. Oui. Mais chez nous, c'est le contraire. Oui. Quand il faut la politique, faire la campagne pour acheter la conscience de ces jeunes, pour les faire tuer sur la rue. Et c'est ça que je trouve déplorable. Et derrière, il n'y a aucun investissement réel sur l'éducation. Il n'y a aucun investissement. Oui. En plus, encore, ce qui est marrant dans tout ça, nos dirigeants, ils ne considèrent pas les jeunes, sauf leur fils par exemple. Ils préfèrent financer sur leur fils à l'étranger, ceux-ci reviennent encore dirigeant encore leur place. Et c'est ça qui est marrant. Tu vois, les jeunes qui sont autour du thé là-bas, en Guinée, ils ne font rien. Oui. Le fils des ministres sont à l'étranger pour étudier. Oui. Et ceux-ci encore reviennent pour leur coiffer. Okay. Et c'est ça qui est marrant dans tout ça. Il faut que les États africains aient conscience de soutenir ces jeunes, de soutenir l'éducation. Et c'est ça qui peut développer le pays. Justement. Il n'y a aucun secret. Il faut miser sur la ressource humaine. Okay. Et justement, pour illustrer un peu vos propos, récemment, avec le Japon, lors des remises des diplômes à des étudiants qui étaient dans la programmation, dans l'informatique, vu qu'il y avait la pandémie à virus et la COVID-19, ils ont créé des robots, justement, qu'ils ont envoyés à leur place afin de les représenter lors des remises pour respecter ne serait-ce que les mesures barrières, comme vous le dites. Merci. Et parlant toujours de l'éducation, et comme vous le dites, dites-nous réellement, certes, l'État doit vraiment s'investir, certes, l'État doit vraiment repenser le système et suivre. Mais quelle en est la responsabilité des parents pour l'éducation de leurs enfants? Bon, tu sais, on dit que quelqu'un qui est pauvre ne peut pas trop réfléchir. Nos parents, quand c'est le petit matin, ils s'inquiètent comment manger. Oui. La famille est là. Oui. Il y a d'abord un autre souci qui est là d'abord derrière. Donc difficilement qu'ils vont penser sur l'éducation de leurs enfants. Moi, je suis grandi dans une famille peut-être certes pauvre. C'est juste le courage. Si on peut dire modeste. Modeste, voilà. Tu vois un peu. Donc je vois ma maman à chaque moment, ma grand-mère à chaque moment, le petit matin, elle se réveille. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. C'est pas ça. Les calculs là, tu vois. Donc la majeure partie des familles de la Guinée, c'est comme ça. Quand le matin, quand ils se réveillent le matin, c'est le penser qu'est-ce qu'ils vont manger. C'est pas parce que c'est que les enfants vont étudier, contrôler les enfants après l'école, c'est pas ça le souci. C'est compliqué. Donc il faut d'abord, l'État parvient à trouver solution, l'autosuffisance.